je t'ai déjà vu. Bonjour, je m'appelle Hervé. Voilà. On va parler de pucerons. Ouais, super. Une vraie addiction aux pucerons, je ne peux plus m'en passer. Depuis que je les ai découverts, je vis avec eux tous les jours. Est-ce que tout le monde a vu des pucerons? Oui. Qui n'a pas vu de pucerons? J'en ai en photo, il faut dire « Ouais, moi j'en ai pas vu ». Regardez comme ils sont beaux. Ah. Voilà. Alors les pucerons, bon, ils sont beaux, ouais. À peu près, hein, sauf que quand on les a dans les salades, dans les fèves, dans les framboises, dans les petits pois, c'est la terreur, quoi. Et il y a des moments où on préférait mieux ne pas en avoir. Alors j'imagine que vous avez tous entendu parler des différentes façons d'assassiner les pucerons. Je sais pas si... Les coccinelles. Ah, les coccinelles, voilà. Le savon noir. Voilà, purin, savon noir. Ouais, les désherbants. Non, non, ça ne marche pas le désherbant. Voilà, exactement. Si on plante des herbes aromatiques, de la menthe, des choses un peu fortes, ça peut éventuellement Oui, oui, tout à fait. Il peut y avoir des relations entre les différentes plantes. Hein? Sinon, pour les attirailleurs, avec des capucines ou des choses comme ça. Ah ouais. Alors, l'idée des intérêts avec les capucines, c'est vrai que les capucines, c'est toujours plein de pucerons, les capucines. Hein? Mais en fait, le puceron de la capucine, c'est pas le même que le puceron de la salade, qui n'est pas le même que le puceron du framboisier, qui n'est pas le même que le puceron du fraisier. Hein, chaque famille de plantes a son puceron ou ses pucerons. Alors il y a quelques pucerons opportunistes. Hein, par exemple, le puceron du coton, on peut aussi le voir sur le framboisier. Hein, bon, que les cotons et les framboisiers sont normalement pas trop côte à côte, hein, mais voilà, ça existe. Hein, il y a des pucerons qui sont spécialisés dans des familles de plantes. En toutes les plantes de la famille des salades, hein, ça va être les mêmes pucerons qui vont tous les consommer. Hein. Donc voilà, les pucerons de la capucine, eh ben, ils peuvent être intéressants pour attirer des pucerons des capucines, mais pas forcément pour attirer les pucerons des salades. D'autres techniques? Associer les plantes ou semer les plantes qui les font fuir. Voilà. Alors comme des plantes qui font fuir les pucerons, alors il faut imaginer une plante carnivore. Ou qui les tuent. Voilà. Alors après, c'est vrai que dans les plantes, il y en a qui les tuent. Hein, et d'ailleurs, c'est assez étrange. On va commencer par ça. Je ne sais pas comment on va commencer. Vous avez entendu parler du réchauffement climatique. Cette année, c'est un peu particulier. Mais bon, le réchauffement climatique, ça va de pair avec l'augmentation du taux de gaz carbonique sur la planète. Hein, donc au mois de mai, on a dépassé le taux de 400 ppm de gaz carbonique. Alors, il y a un siècle, on avait 300 ppm, 300 parties pour million, et là, on en a 400. Voilà, c'est une situation inédite, puisque de mémoire d'homme, ça n'a jamais été vécu. En fait, il faut remonter il y a 850 000 ans pour retrouver 400 ppm de gaz carbonique. Donc, on est dans des situations complètement nouvelles pour la nature et pour les pucerons. Alors, complètement nouvelles, à l'échelle de vie des plantes, c'est quoi 850 000 ans, quoi. Il y a 850 000 ans, il y avait déjà des pucerons, il y avait déjà des framboisiers. Il y avait déjà toutes les plantes que l'on voit autour de nous. Peut-être pas chez nous, directement, mais elles existaient quelque part sur Terre. En fait, quand les plantes à fleurs sont apparues sur Terre, donc il y a à peu près 65 millions d'années, il y avait 1200 ppm de gaz carbonique. C'est-à-dire 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et donc toutes les plantes sont optimisées pour fonctionner avec 1200 ppm de gaz carbonique. C'est là qu'elles fonctionnent le mieux même. Et donc il y a des producteurs dans leur serre qui injectent du gaz carbonique, en brûlant du pétrole d'ailleurs, pour que les plantes poussent plus vite, à ce fameux taux de 1200 ppm. Mais alors, donc les plantes, ce n'est pas un problème pour elles d'avoir beaucoup de gaz carbonique. Au contraire, c'est même mieux. Mais sauf qu'entre le moment où les plantes à fleurs sont nées et puis aujourd'hui, enfin du moins il y a un siècle, le taux de gaz carbonique n'a pas arrêté de décliner.
qui fait que le gaz carbonique dans une plante, c'est la nourriture, la première nourriture de la plante. C'est à partir du gaz carbonique et avec la photosynthèse, avec la lumière du soleil, donc que la plante arrive à faire des sucres et donc à pousser et à croître. Voilà. Et donc, comme les plantes sont passées de 1200 ppm à 300 ppm, il a fallu qu'elles inventent toute forme de stratégie pour économiser leur sucre et économiser le gaz carbonique, et le rendre plus efficace en fait. Et donc, en fonctionnant avec moins de gaz carbonique, elles ont inventé des stratégies qui leur ont permis de vivre avec moins, tout simplement. Et la première stratégie que les plantes ont mise en place, c'est tout simplement de diminuer l'épaisseur de leurs cellules. Quand on a moins d'une ressource, eh ben on en fait moins, tout simplement. Et donc, au lieu d'avoir des cellules très épaisses, elles ont des parois de cellules excessivement fines. Alors ça, c'est bien, ça marche, sauf que quand les parois des cellules sont très fines, elles sont plus facilement attaquables par les pucerons. Ce qui fait que les plantes, a priori, elles n'ont pas de pucerons, donc elles font des parois cellulaires très fines. Dès qu'elles sont en relation, en interaction avec des pucerons, elles perçoivent le danger, et la première réaction de la plante, ça va être de faire des parois cellulaires beaucoup plus épaisses. Ça va lui coûter cher en énergie, mais ça la fera résister naturellement contre les pucerons. Voilà. Alors la question est, mais comment est-ce qu'une plante fait pour se rendre compte qu'il y a des pucerons autour d'elle et qu'elle est attaquée? Et en fait, les pucerons, vous voyez, quand ils sont sur ces petits framboisiers, ils piquent la plante, ils vont absorber la sève. Dans la sève, il y a plein de trucs. Donc il y a du sucre et il y a des protéines. Et ces protéines, c'est ce qui fait la masse animale, c'est ce qui est très précieux pour les animaux, les protéines. Donc ils vont capter toutes les protéines, et par contre les sucres, il y en a trop dedans par rapport à ceux dont ils ont besoin, et ces sucres, ils vont le sécréter dans leurs excréments. C'est ce qui fait qu'on voit les fourmis qui viennent traire les pucerons pour récupérer ces excréments sucrés. Voilà. Et donc ce sucre, il aura tendance à couler sur la plante. Et il se trouve qu'à la surface des cellules de la plante, il y a des capteurs qui perçoivent ce sucre. Et donc la plante quand elle va être au contact avec du sucre, elle va se dire « Ah, puceron !» Alors, en fait, il y a des chercheurs de l'INRA qui se sont amusés à mettre, on va tout simplement mettre du sucre sur nos plantes. Et est-ce que ça va marcher? Eh bien, ça marche. Assez étrangement. En saupoudrant ou en pulvérisant une solution sucrée à la surface des plantes, ça va induire une réaction d'épaississement des parois qui fait que les plantes seront beaucoup moins sensibles aux pucerons. Et en plus, la plante communique entre elles. C'est-à-dire que si les feuilles communiquent entre elles, s'il y a des pucerons sur une feuille qui se trouve ici, on met un petit peu de sucre sur cette feuille-là, et bien toute la plante va comprendre qu'il y a du puceron dans l'air, et toute la plante va commencer à épaissir ses parois cellulaires, en commençant par les nouvelles feuilles qui apparaissent. Voilà. Alors c'est un mécanisme qui coûte très très cher pour les plantes, parce qu'il faut qu'elles consomment plus de gaz carbonique, et donc c'est d'énergie, donc c'est précieux, mais ça marche. Et donc une des premières techniques qu'on peut imaginer pour rendre la vie plus difficile aux pucerons, c'est simplement de mettre du sucre sur les plantes. Alors dans quelle concentration? La concentration, en fait, c'est la concentration, celle qui marche le mieux, c'est celle qui est la plus proche de la concentration en sucre de la sève des plantes. C'est-à-dire 10 grammes par litre. 10 grammes par litre. Ça veut dire rien du tout, quoi. Alors tous les sucres ne marchent pas. Il y a le sucre saccharose, celui qu'on les sucres en morceaux, il ne marche pas. Les sucres qui marchent bien, c'est le fructose, c'est le glucose, c'est tous les sucres qu'il y a dans le miel. Voilà. Ces sucres-là sont très efficaces. Voilà. Donc, c'est étonnant. Finalement, en mettant du sucre
on arrive à interagir avec la plante pour lui faire croire qu'elle est attaquée par des pucerons. Alors ça va lui coûter cher à la plante, mais au moins, elle sera résistante aux pucerons. Et en même temps, elle sera résistante à plein d'autres agresseurs qui utilisent ce même phénomène. Enfin, comme la paroi va être plus épaisse, et ben, les petites araignées, et même certaines maladies, du mildiou, l'oïdium, des choses comme ça, auront beaucoup plus de mal à se développer sur des plantes dont les parois cellulaires sont très épaisses. Voilà. Alors le sucre fait partie de ces produits qui ne sont pas homologués pour être utilisés comme des pesticides, ce qui fait que c'est tout à fait illégal d'utiliser du sucre pour traiter les pucerons. Voilà. Mais bon, ça marche. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Oui, bien sûr. Peut-être que tu vas en parler après, mais tu me diras. Ça suppose bien sûr qu'il faut valider ce sucre avant l'attaque des pucerons, préventif. Mais il ne faut pas peut-être le faire de manière systématique non plus. Donc ça suppose peut-être de tenter des choses autour qui font alerte. Exactement. Hein, ce processus va coûter très cher à la plante, hein, parce que ça va aller contre son processus d'économie naturelle qui était de vivre avec très peu de gaz carbonique. Hein. Donc ça va lui coûter cher, donc il ne faut pas le faire à mauvais escient. Hein. C'est clair. Donc on va le faire finalement quand on sait que dans un coin particulier de son jardin, de sa forêt ou de son exploitation agricole, quand on sait qu'à un endroit particulier, on a une plus grande sensibilité aux pucerons ou à d'autres agents pathogènes. Hein. Donc on va très tôt, à cet endroit-là, très localisé, pour pouvoir mettre du sucre. C'est une des voies, c'est pas la seule, on verra, il y a plein d'autres possibilités. Mais voilà, ça peut se faire de façon préventive, dans les endroits où l'on sait qu'on a une sensibilité particulière. Hein. Je sais qu'à la maison, donc, les pucerons commencent toujours à arriver à l'endroit le plus chaud de la serre. Hein. Et bien voilà, c'est à cet endroit-là où je peux imaginer de mettre un petit peu, de pulvériser un petit peu de sucre, à raison de 10 grammes par litre, et puis le tour est joué. Par contre, il faut reproduire la pulvérisation, il faut en refaire une, à chaque fois qu'il y a une pluie. Parce que la pluie va dissoudre le sucre, et puis donc les nouvelles feuilles qui vont sortir à ce moment-là n'auront pas le message qu'il y a un danger, et elles auront du mal à s'édifier. Enfin, à s'édifier sans s'épaissir. Donc il faut le faire régulièrement. Mais alors après, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, hein, parce que ça rend la vie plus difficile aux pucerons, mais ça ne règle pas le problème, et que les pucerons sont toujours là. Hein. Voilà. Alors, après, je cultive des framboises. Hein. On a des stations où on essaie de cultiver de façon un peu innovante les framboisiers. Et à l'endroit où on est, en Basse-Corrèze, donc à côté de Brive, tous nos framboisiers ont toutes les maladies de la planète. Voilà. Les framboisiers sont toujours malades. Dès qu'il y a une maladie, c'est pour nous. Et par contre, quand je vais me balader en Haute-Corrèze, dans la zone où poussent à l'état sauvage les framboisiers, quand je les regarde de près, ben ces framboisiers sont toujours, on arrive toujours à trouver un petit peu de pucerons, un petit peu de maladie, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais c'est jamais un problème. Voilà. Donc ma première idée, c'était de me dire, les framboisiers de la Haute-Corrèze sont sauvages, donc ils sont hyper résistants, c'est pour ça qu'ils résistent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été récolter des framboisiers sauvages et je les ai transplantés chez moi. Et là, ils sont morts de toutes les maladies. Et encore de façon plus apoplectique que les framboisiers cultivés. Là, ils se retrouvaient dans des conditions tellement nouvelles pour eux qu'ils n'ont pas du tout réussi à survivre. Et donc, en fait, les framboisiers sauvages sont hyper sensibles à toutes les maladies. Donc, s'ils sont résistants à l'endroit où ils vivent, c'est parce qu'à l'endroit où ils vivent, il existe des mécanismes qui leur permettent à tous ces framboisiers d'être résistants. Voilà, il y a quelques années, on a lancé une étude là-dessus. Hein, on a été, c'est un job assez sympa, d'aller se balader dans les framboiseraies sauvages en Haute-Corrèze, sur le plateau de Millevaches, à 1000 mètres d'altitude. Après 99, il y a eu une grande tempête en 99, on a eu plein de chablis, et dans tous ces chablis, les framboisiers ont prospéré d'une façon extraordinaire. Et donc on a été voir là-bas ce qui se passait. Et on a observé qu'en fait, là où poussent ces framboisiers, ils poussent également couramment un certain nombre d'autres plantes. Et ces plantes sont souvent associées avec le framboisier.
On a vu qu'il y avait des sureaux, qu'il y avait des épilobes, qu'il y avait des choses comme ça. On se dit c'est peut-être un hasard, lieu échabli, comme ça, et donc c'est toutes des plantes qui colonisent et qui arrivent en même temps, c'est peut-être ce hasard-là. Donc on s'est renseigné, puis on a trouvé un gars complètement fou à Nîmes, qui depuis des années collecte des relevés, qu'on appelle des relevés phytosociologiques. C'est-à-dire qu'il y a des associations de botanistes partout en Europe, partout en France, et chaque fois que ces associations font des sorties botaniques, ils dressent des inventaires de toutes les plantes qu'ils croisent. Et donc ce gars à Nîmes, il s'appelle Brice, le professeur Brice, il a mis dans une grande base de données, sa base de données fait 4700 colonnes, qui correspondent aux 4700 plantes de la flore française, et à chaque fois qu'il y avait un relevé, il a fait une ligne. On dirait à tel endroit, on trouve telle plante, à tel endroit, telle plante. Et il est arrivé comme ça à rassembler plus de 200 000 lignes comme ça. Et sur ces 200 000 lignes, on en a à peu près 4000, un peu plus de 4000 où il y avait des framboisiers, de partout en France. Et puis comme ça, on a pu faire des statistiques pour voir quelles étaient les plantes qu'on retrouvait couramment auprès des framboisiers, partout en France, dans tous les secteurs où il y a des framboisiers sauvages. Et en fait, assez étrangement, on a retrouvé exactement les mêmes plantes que celles qu'on avait dans nos chablis en Haute-Corrèze. Voilà, donc il y a des unités, comme ça les plantes aiment vivre en association les unes avec les autres. Alors, comme les plantes vivent ensemble depuis très longtemps, il s'est créé entre elles des relations qui vont au-delà du simple fait d'être ensemble. Et une de ces relations, eh bien, on l'a découverte, c'est que chacune de ces plantes héberge un puceron particulier. Exemple, le sureau. Il y a des pucerons sur le sureau. Mais le puceron du sureau, ce n'est pas le même que celui du framboisier. Le puceron du sureau ne pousse pas au même moment que le puceron, n'arrive pas au même moment que le puceron du framboisier. Et de la même façon que les fleurs fleurissent les unes après les autres, les pucerons arrivent les uns après les autres. Et comme ça, en fait, on a des pucerons toute l'année. Ça commence par les aspérules. C'est ces petites plantes-là. On commence à avoir des pucerons sur les aspérules. Ensuite, sur les sureaux. On a tous goûté les sureaux, les fleurs de sureau, les confitures de sureau, voilà. C'est la deuxième plante qui a des pucerons au courant de l'année. Ensuite, il y a le framboisier. Il n'y a pas de photo de framboisier. Donc, vous voyez, ça va encore ressembler à un framboisier. Troisième génération. Quatrième génération de pucerons, c'est sur les sapins. Voilà. Cinquième génération, sur les épilobes. Ensuite, sur les épicéas. Ensuite, sur les hêtres. Ensuite, alors là, on arrive à l'automne, sur les senso. Et sur la fin de l'automne, sur les fougères. Voilà. Mais toutes ces plantes ont toutes des pucerons. Et alors, par contre, elles vont permettre à des auxiliaires, et notamment à des coccinelles, mais à d'autres insectes aussi, qui se nourrissent de pucerons, d'avoir à manger toute l'année. C'est bien beau de vouloir mettre des coccinelles au milieu des pucerons, mais une fois que les coccinelles ont nettoyé tous les pucerons, si elles n'ont plus rien à boulotter, eh bien de deux choses l'une, soit elles crèvent de faim, soit elles foutent le camp. Alors généralement, tous les insectes qui volent, ils s'en vont. Et puis tous ceux qui ne peuvent pas voler, soit ils courent, mais ils ne peuvent pas aller bien loin, et ils meurent de faim. Voilà. Donc, dans les écosystèmes naturels, il y a des pucerons tout le temps. Chaque plante paye un petit tribut aux pucerons, mais ça permet d'avoir des auxiliaires qui vont réguler les pucerons toute l'année. Et il suffit qu'il manque juste une des plantes dans cette suite, et qu'il n'y ait pas de redondance en face, qu'il n'y ait pas une autre plante qui ait justement des pucerons au même moment, pour que les auxiliaires et tous les prédateurs donc, de pucerons disparaissent. Et en Basse-Corrèze, c'est ce qui s'est passé. La plante qui avait beaucoup de pucerons juste avant le framboisier, c'était le sureau. C'est le sureau. Et il se trouve que les producteurs de pommes ont voulu couper tous les sureaux parce que, soi-disant, que ça véhiculait une maladie, une bactériose, qui était très nocive pour les sureaux. Il y a une autre plante aussi qui était l'aubépine, qui a été coupée pour les mêmes raisons. Et donc, il n'y a quasiment plus de sureaux. Ce qui fait que quand arrivent les pucerons du framboisier, c'est très tôt au printemps, il n'y a presque rien pour les réguler. Et comme il n'y a presque rien, les pucerons explosent. Et ensuite,
la maladie est là et on est obligé, enfin le problème est là, on est obligé de vivre avec. Et certains d'utiliser des traitements chimiques d'ailleurs. Hein, quand on arrive au bout que tous les remèdes possibles ont été utilisés, il n'y a plus qu'à chimie. Alors c'est pas une solution en soi. Alors, on s'est dit, ben, on va mettre des sureaux, et c'est ce qu'on a fait. Dans une de nos plantations, on a mis quelques sureaux. On n'en a pas mis beaucoup. La plantation faisait 3000 m², hein, et on a planté 10 sureaux. Au bout de 2 ans, sur ces 10 sureaux, ils commençaient à prendre un peu d'ampleur, on a compté une trentaine de cirfes. Alors les cirfes, ce sont des espèces de petites guêpes. Alors bien sûr, je ne les ai pas là. Ah si, là, voilà. Voilà, vous voyez, ce sont ces petites bestioles-là. On dirait des guêpes, mais contrairement aux guêpes, ça peut faire un vol stationnaire. Ça vole sur place. Alors ça pique pas du tout, mais elles, et surtout leurs larves, là, qui ressemblent à cette espèce de chenille, là, c'est très vorace, et ça se nourrit beaucoup de pucerons. Et donc ces cirfes, on en a dénombré, enfin une trentaine de larves, simplement, sur nos sureaux. Ces 30 larves sont arrivées à l'état adulte juste au moment où les premières fondatrices de pucerons du framboisier sont arrivées. Quand les premiers pucerons du framboisier sont arrivés, il y avait juste 30 cirfes, enfin, il y en avait peut-être d'autres, mais nous on en avait dénombré 30, qui n'existaient pas les années d'avant. Hein. Et ces 30 bestioles ont été suffisantes pour se nourrir des tout premiers foyers de pucerons qui commençaient à apparaître. Et en ça, on n'a pas eu d'attaque de pucerons par la suite. Voilà. Donc finalement, une dizaine de plantes, avec 30 insectes dessus, ont été suffisantes pour réguler les pucerons sur 3000 m² de culture. Alors, il y a peut-être eu d'autres bestioles qui sont arrivées, hein, mais on n'a pas tout mesuré. Mais la seule chose un peu significative, et pourtant infime, c'était ces 30 petites bestioles de rien du tout. Hein. Alors ça, c'est assez merveilleux finalement, de voir que la simple présence d'une plante peut permettre de réguler les pucerons. Voilà. Et puis alors après, en fouillant dans ces plantes les plus couramment associées aux framboisiers, on a trouvé qu'il y en a d'autres qui intervenaient dans la régulation des acariens, dans la régulation des cécidomies. Enfin, il y a les petites cécidomies, ce sont des petites bestioles, des petits asticots qui vont se nourrir de la moelle et des framboisiers. Les acariens, donc c'est des toutes petites araignées qui piquent le dessous des feuilles et qui arrivent même dans certaines situations à détruire complètement le feuillage. Hein. Voilà, et puis comme ça, la simple présence d'un certain nombre de plantes autour d'eux réussit à réguler tout ça. Alors, au début, on est parti, oui. J'ai juste une question, parce que du coup, tu dis que vous avez vu les plantes qui revenaient de manière récurrente aux alentours, mais j'imagine qu'il y en a une infinité. Comment vous avez pu savoir à peu près quel nombre correspondait aux plantes qui étaient vraiment, voilà. vraiment importantes? Alors, de le savoir, on n'a pas de certitude. Là-dessus, on ne peut calculer que des probabilités. Hein. Et puis d'ailleurs, on est même en train de changer complètement notre façon d'analyser ces problèmes. Hein. On essaie d'analyser des systèmes complexes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de certitude sur ces choses-là. Par contre, en répétant cette expérience et cette manip dans différents endroits, chez différents producteurs, dans différentes situations, on se rend compte que ça marche. Mais en fait, ce qui marche, ce n'est pas forcément le fait de mettre un sureau à côté. Ce qui marche, c'est de remettre de la nature sauvage dans un écosystème ou un agrosystème cultivé. C'est-à-dire que quand on a nos framboisiers comme ça, dans lesquels les pucerons pullulent, c'est une nouvelle source d'énergie pour cet écosystème-là. Donc qui dit source d'énergie fait que c'est une ressource précieuse que des tas de bestioles peuvent aussi vouloir valoriser. Et donc, quand on laisse un problème s'exprimer, on en paye le prix cher au début, parce que c'est les pucerons qui dominent par rapport à nous. Mais au bout de quelques temps, il y a des systèmes qui se mettent en place, qui quelquefois peuvent venir de l'écosystème qui nous héberge, qui n'est pas l'écosystème d'origine, mais qui vont faire que ça va se réguler tout seul. Encore faut-il laisser la nature s'exprimer dans sa culture. Voilà.
Et je pense que c'est ça qui marche, hein, plus que l'ingénierie écologique qui voudrait qu'on plante des sureaux partout autour. Je pense que les producteurs qui ont essayé ça ont commencé à être attentifs à ces choses-là et se sont rendus compte que ça pouvait marcher. Et puis finalement, toutes ces plantes qu'il y a autour des framboisiers ne sont peut-être pas aussi néfastes que ça. Hein, on n'est peut-être pas obligé de les désherber, de les détruire. Et même en poussant le système plus loin, on s'est même rendu compte que les framboisiers qui poussaient le plus à côté de la haie où on avait mis ces sureaux étaient plus beaux et poussaient mieux que les autres. Alors que tout le monde disait au début, ah non, c'est pas possible, la haie va, avec les racines, ça va concurrencer le framboisier. C'est le contraire qui s'est passé. Hein? Donc, d'avoir cette sensibilité-là, cette vision-là, cette vision particulière, hein, ou cette intention de laisser tout simplement la nature s'exprimer, c'est peut-être la chose la plus judicieuse que l'on puisse faire. Hein. Mais bon, n'empêche que les pucerons, quand ils sont là, et qu'on a besoin et qu'on veut manger les framboises, et qu'on a besoin de vivre de ces récoltes-là, hein, on n'aime pas qu'ils soient là. Voilà. Donc, il y a peut-être d'autres façons de réguler les pucerons, et qui vont toujours s'inspirer de la façon dont la nature fonctionne. Voilà. Et ça, c'est venu vraiment par hasard aussi, une observation. Depuis des années, on nous expliquait que les purins d'ortie, on parlait des purins d'ortie, voilà. Les purins d'ortie, les purins de consoude, de prêle, il y a plein de potions, hein, un peu comme ça, qui pourraient avoir un effet sur les pucerons. Alors la littérature regorge d'expériences en la matière, mais alors souvent ça marche et souvent ça ne marche pas. Hein. Donc c'est pas reproductible. Il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc si c'est pas reproductible, c'est pas scientifique, donc l'hypothèse purin d'ortie est une hypothèse à mettre aux oubliettes. Voilà. Et justement, comme nous, on s'était attaché à mesurer la biodiversité de nos parcelles, eh bien, on a pu mettre en relation une manip de mesure de la biodiversité avec une utilisation régulière de purins, on en a essayé 3, purin d'ortie, purin de consoude et purin de différentes plantes, hein, purin d'herbe, on peut dire comme ça, mis sur nos parcelles. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, normalement, on a vu, c'est les cirfes qui, chez nous, régulent les pucerons. Certaines années, c'est les coccinelles qui vont les réguler. D'autres années, ça va être des chrysopes. D'ailleurs, c'est pas systématiquement la même bestiole qui va réguler tout ça. Et bien, l'année où on a utilisé les purins d'ortie, c'est les diplopodes. Voilà, ces espèces de mille pattes. Voilà. C'est eux qui ont régulé nos pucerons. Les mille pattes ne mangent pas les pucerons. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et dans la vie, il y a 2 périodes dans la vie où ça grouille de bestioles. La première période, eh bien, c'est au printemps. Tout le monde est passé à côté d'un tilleul en fleurs et qu'on entend le bourdonnement, le bruissement de tous ces insectes qui sont là-dedans. Voilà. Ça sent bon et il y a plein d'insectes. Les insectes sont attirés par ce qui sent bon et toute une catégorie d'insectes, les pollinisateurs et bien sûr les prédateurs de ces pollinisateurs également, sont attirés par ces parfums. Hein. Et l'autre moment dans la vie où il y a beaucoup de vie, c'est dans le processus de mort, de décomposition. On a toute cette image d'une charogne qui grouille de verre. Voilà. Le tas de compost où il y a plein de bestioles qui grouillent à l'intérieur. Là où ça pue, c'est qu'il y a à manger. Et donc, quand on met quelque chose qui pue, eh bien, ça peut avoir une incidence sur l'environnement dans lequel on le met. Tout simplement parce que les bestioles ne sont pas des machines, elles ont aussi des intentions. L'intention d'un mille pattes, quand le soir il sort de terre pour aller chasser, son intention c'est de manger. Et comment est-ce qu'il fait la nuit pour trouver un endroit où il y a quelque chose à boulotter? Ben comme toutes ces petites bestioles, les mille pattes, les arthropodes, les insectes, ils ont des antennes. Vous voyez même que ces antennes sont excessivement développées. L'organe des sens de l'odorat est l'organe le plus développé, et un des organes les plus développés chez les insectes.
ils communiquent même, on dit qu'ils communiquent par les odeurs. Voilà. Et bien ce mille-pattes, quand la nuit, il sort de terre à la recherche de ces insectes, il va commencer par s'orienter vers les endroits où ça pue. Parce qu'il sait que là-dedans, il va trouver les petits colamboles dont il se nourrit en temps normal. Et quand j'ai mis mon purin, mon truc qui pue, dans mes framboisiers, et bien lui il s'est dit, waouh, ça sent bon là-haut. Il est parti explorer mes framboisiers, et puis là, eh bien, il a vu que il n'a pas trouvé ces colamboles qu'il mange en temps normal. Par contre, il est tombé sur des pucerons. Et puis, bien sûr, il les a mangés. Il était venu justement pour trouver à manger. Alors, ce qui était étonnant, c'est que dans notre essai, on en avait mis que sur certaines parties de notre champ. Il y avait des hommes qu'on avait laissés en témoin. Et au bout de 2-3 semaines, eh ben, les pucerons se sont aussi régulés sur les autres zones à côté où on n'avait pas mis de purin. Tout simplement parce que nos mille-pattes avaient compris que sur les framboisiers, il y avait à boulotter, et donc ils n'ont plus eu besoin de ce message olfactif, ils ont compris qu'il suffisait de monter dans les framboisiers pour chercher à manger. Ils ont commencé à réguler nos témoins, donc les endroits dans lesquels, normalement, on aurait dû avoir encore des pucerons, avec un petit peu de décalage. Et on est d'accord qu'à la base, les diplophones, ils ne mangent pas de pucerons. Ils vivent dans le sol. Ils sont inféodés au sol. Et donc, s'ils ont assez à manger dans le sol, ils vont rester dans le sol, quoi, tout simplement. Hein, ils n'ont pas l'idée de... Ils ne sont pas sortis de leur caverne non plus. Hein, ils n'ont pas eu l'idée d'aller explorer l'extérieur. Et lorsqu'on met ce purin, ben, ça les attire. Alors, il y a les diplopodes qui ont été attirés, mais il y en a d'autres. Voilà. Il y a des staphylins aussi. Hein. C'est comme des petits coléoptères, mais qui ont des élytres carapace qui s'arrêtent à moitié. Voilà. Alors ça, normalement, il y en a qui vivent dans le feuillage, mais il y en a aussi qui vivent dans le sol. Et ces bestioles-là aussi sont remontées, et elles ont aussi régulé les pucerons. Puis la troisième qu'on a vue, le troisième groupe, alors carrément tout un groupe d'insectes, c'est les carabes. Hein, ces scarabées, il y en a qui sont merveilleux, hein, qui se reconnaissent parce qu'ils ont, sur leur thorax, hein, il a toujours une forme un peu compliquée. Hein. Et ça aussi, normalement, ça vit dans le sol. Ça ne migre pas dans le végétal, ou rarement. Et quand on met un truc qui pue en hauteur, eh ben, ça les fait venir. Ce qui fait que ces purins, finalement, ils interviennent de façon toute simple. Ils peuvent, peut-être que certains sont insecticides, certains sont fongicides, j'en sais rien. Ce que j'ai pu démontrer, c'est qu'ils interviennent un peu comme des leurres. Et loin d'être des insecticides, de biocides, de détruire la vie, ils attirent encore plus de vie. C'est-à-dire que dans nos framboisiers, on a trouvé beaucoup plus de types d'insectes dans lesquels il y avait des purins qu'en temps normal. Hein. Ça amène plus de vie, et cette vie finalement amène d'autres liens, et puis crée de nouvelles solutions. Ces bestioles se rendent compte qu'il y a quelque chose à manger là-dedans, et donc elles n'avaient pas envisagé de manger du puceron, mais ça arrivait là. Et donc on a créé une nouvelle relation, on a créé donc une nouvelle forme de résilience finalement dans nos parcelles. Voilà. Je me pose la question, est-ce que comme ces bestioles qui sont équilibrées dans le sol remontent sur les plantes, est-ce que c'est mineur l'effet, c'est-à-dire que du coup on déséquilibre un système, c'est pas gênant. Enfin, voilà. Alors, le simple fait d'exister est déjà quelque chose de très positif. Alors après, bien sûr, un équilibre, on a toutes nos bestioles qui sont en lien les unes avec les autres. Elles sont dans un équilibre, mais cet équilibre est tout sauf stable. C'est un équilibre qui est en perpétuel chaos. Il y a toujours un endroit où ça se déséquilibre. Paf. Et l'endroit où ça se déséquilibre, ben, ça crée un nœud, hein, où il y a une énergie qui s'accumule. Hein, le déséquilibre, par exemple, nos pucerons, là, c'est une énergie. Le puceron qui se développe, c'est une énergie qui s'accumule. Donc, le puceron augmente. Ou alors, quand on met notre purin, c'est les mille-pattes. Ça fait un nœud, ça augmente. Mais alors, bien sûr, ça recrée une nouvelle source d'énergie. C'est-à-dire que les mille-pattes vont bien se développer parce qu'il y a beaucoup de pucerons à manger. Hein, donc, eux, ils vont prospérer. Mais vont à leur tour créer un autre déséquilibre qui va faire qu'autour, d'autres bestioles vont aussi agir pour, à chaque fois, essayer de faire remettre les choses. Mais tout varie autour d'une situation d'équilibre, mais l'équilibre ne peut pas être stable. Parce que justement, la vie fonctionne sur le déséquilibre perpétuel.
Hein. Et c'est dans ce déséquilibre que naissent justement une stabilité apparente. Pour avoir le plus de chances, alors c'est plus que de la probabilité, là on n'est pas dans une certitude, mais pour avoir le plus de chances d'avoir une dynamique qui se met en place, c'est justement en essayant d'avoir un maximum de bestioles dans nos parcelles. Et pour avoir plein de bestioles, il faut avoir le maximum de milieux différents. Hein, ce milieu, donc on a vu tout à l'heure, ça peut être des plantes différentes. On le voit avec les mille pattes, hein, c'est le sol. Donc le sol, mais les sols, les types de sols différents. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager dans sa forêt, hein, d'avoir différents types de compost qui vont chacun permettre une évolution différente avec d'autres bestioles, d'autres insectes. Hein. Et un compost où on va mettre un peu de tout mélangé, mais on peut mettre un endroit où on va laisser que du bois. Il n'y aura que des bestioles qui vont vivre dans le bois, dans la décomposition du bois. On peut avoir un autre endroit où on va mettre que les feuilles d'un certain type de choses. Voilà, on peut essayer de créer des hétérogénéités. Hein, et de toutes ces hétérogénéités se développeront donc de nouvelles interactions, de nouveaux insectes, de nouvelles bestioles, de nouveaux liens et une plus grande stabilité. Voilà. Donc, effectivement, il faut avoir une attention particulière pour élever correctement ces mille pattes. Hein. Et pour élever du mille pattes, en fait, il faut élever du colembole. La nourriture de base du mille pattes, c'est du colembole. Hein. Pour avoir du colembole, il faut avoir du champignon. Parce que les colomboles mangent beaucoup de champignons. Hein. Ils mangent beaucoup de types de matières organiques, mais c'est souvent la matière organique qui est en train de se décomposer par les champignons. Donc pour avoir des champignons, il faut des matières organiques différentes, différents types de bois. Hein. Donc quand on fait du bois, le BRF par exemple, du bois raméal fragmenté, quand on en fait avec du bois de feuillu, on va avoir des champignons particuliers qui vont se développer dedans et des colomboles particuliers. Si on en fait un tas avec du résineux, on va avoir des champignons particuliers qui vont se développer et des colomboles particuliers. Et puis d'ailleurs, pas que des mille-pattes, et toutes sortes d'autres, des carabes, toutes sortes d'autres insectes, hein, de prédateurs qui vont aussi se développer là-dedans. Alors on peut avoir cette vision qui est celle de l'hétérogénéité. Voilà. Hein, la nature n'aime pas ce qui est homogène finalement. Hein. Moi je l'ai eu compris la première fois où j'étais dans une forêt vierge. Hein. On se balade, on voit, on fait l'inventaire des plantes là, sur un hectare, et puis on va sur l'hectare à côté. Il n'y a aucune des mêmes plantes, il y a très peu de plantes en commun entre un point et un autre. Il y a une telle variabilité, il y a une telle différence de plantes et d'insectes que c'est complètement différent de ce qu'on peut avoir chez nous. Hein, où, nous, on a 4800 plantes dans notre flore française, et c'est ce qu'il y a sur à peu près 700 km² de forêt tropicale en Amazonie. Et si on étend ça à des millions et millions de kilomètres-carrés, ça fait un nombre de plantes qui est juste colossal. Et puis comme sur chaque plante, il y a encore plein d'insectes différents, ça fait des choses très colossales. Voilà. Donc le modèle, c'est ce modèle de la forêt. La forêt diversifiée, il y a beaucoup d'espèces, c'est là-dedans qu'il y a le plus de vie, et donc c'est à partir de là que se créent les écosystèmes les plus résilients. Voilà, et donc l'hétérogénéité peut venir de plein de façons différentes, le sol, les plantes, même le stade des plantes. Hein. Dès qu'on coupe une plante, ça fait une trouée, et donc cette trouée, ça fait qu'il y a plus de lumière qui arrive quelque part, qui va recréer une autre hétérogénéité avec d'autres types de dynamiques qui vont se mettre en place à la lumière, qui ne seront pas tout à fait les mêmes dynamiques que les endroits qui se passent à l'ombre. Voilà. Donc les purins, finalement, ça fonctionne. C'est un outil qu'on a à notre disposition, pas pour tuer les insectes, mais pour secouer le cocotier, recréer des interactions, d'autres types de liens à un endroit qui s'essouffle parce que justement il y a un nœud quelque part qui n'arrive pas à se réguler. Ça permet aux équilibres de se redistribuer différemment, enfin aux liens de se redistribuer différemment et à de nouveaux équilibres d'intervenir. Alors ce que je dis pour le purin, ça marche aussi pour ce qui sent bon. Et c'est finalement un autre... Parce que les purins,
on est prêt à les utiliser, c'est très à la mode, mais n'empêche que quand on met un truc qui pue, là, un purin sur des framboises, voilà, framboise près le goût du purin, c'est pas forcément très sympa. Alors, voilà, l'autre grand moment où il y a beaucoup de vie, c'est le moment de la floraison. C'est le moment où ça sent bon, justement. Là, c'est tout le contraire. Et donc, les moments où ça sent bon, eh bien, on peut essayer de faire la même chose. C'est-à-dire, au lieu de mettre un truc qui pue, on va mettre une tisane avec une plante qui sent très bon. Alors, il y a des trucs qui sont des valeurs sûres. La lavande, par exemple. Toutes ces plantes de la famille des labiers, d'ailleurs, les menthes, choses comme ça. Ça sent bon et ça va attirer un certain nombre d'insectes. Alors, la lavande peut attirer des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, par exemple. Si on met une tisane de lavande sur des framboisiers, on va voir, en observant un peu, qu'il y a quelques abeilles qui vont venir là-dedans, mais elles ne vont pas trouver leurs fleurs, elles ne vont pas trouver de fleurs. Donc, elles ne vont pas rester bien longtemps, elles vont partir. Par contre, les prédateurs des pollinisateurs, eux, eh bien, ils vont, comme ça sent bon, ils sont attirés par le même message olfactif, ils ne vont pas trouver leur proie habituelle, mais si justement il y a d'autres bestioles dessus, et notamment les pucerons, ben, ils vont les trouver. Ils vont dire, ah, là il y a à manger. Certes, ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, mais ils vont quand même trouver quelque chose. Voilà. Donc un truc qui sent bon, simplement parce que ça sent bon, va permettre d'attirer des gens intéressés, quoi, hein. Et la vie fonctionne comme ça, c'est pour ça qu'on dépense quelquefois des fortunes dans des parfums, hein, c'est que ça attire. Hein. L'olfaction est un sens excessivement important. Hein, et voilà, donc, alors quelle va être la tisane qui va bien, donc la valeur sûre de la lavande, bon, ok, mais en fait, là, je parle de prospective, parce qu'on n'a pas encore mené les expériences dessus, mais dans les trucs qui sont bons, à mon avis, on doit pouvoir s'inspirer de ce qu'on voit autour de chez soi. En ce moment, on n'a plus beaucoup de plantes en fleurs, hein, mais on en trouve quand même quelques-unes, hein, et notamment les lavandes, en ce moment, ça tombe bien. Mais à chaque saison, il y a des plantes qui sont en fleurs. Ces plantes qui sont en fleurs, ça veut dire que si elles sont en fleurs à ce moment-là et pollinisées donc, par les insectes qui vivent autour, ça veut dire que les insectes sont déjà dressés à la perception de ce parfum-là en particulier. Donc en prélevant simplement les plantes qui sont en fleurs au moment où on a un problème à régler, hein, on a déjà le message qui est celui qui est le plus efficace du moment où on veut le faire. Hein. Donc en ce moment, c'est les lavandes qui sont en fleurs, ça tombe bien, je me fais une tisane de lavande, je vais la mettre dans mon jardin, dans ma forêt, dans mes framboisiers, à l'endroit où il y a des pucerons. Tous les prédateurs des pollinisateurs vont dire « Ah, là, je risque d'avoir quelque chose à manger », ils vont venir. Ils vont venir et ils vont trouver, parce que vous avez justement mis le truc qui sent bon à l'endroit où il y a des pucerons. Voilà. Si vous leur mettez ça à un endroit où il n'y a rien du tout à boulotter pour eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas se faire avoir bien longtemps, quoi. Et vous allez même créer un message ça va plus les perturber qu'autre chose. Hein. Voilà, donc ça, sur cet aspect-là, on n'a pas encore de résultats scientifiques à proposer, mais on y travaille actuellement, et j'espère bien, enfin voilà, je ressens assez fortement ça. Ça risque d'être une bonne voie. Ce qui fait que finalement, là aussi, hein, ces plantes ne sont pas forcément insecticides ou fongicides, c'est pas du ide, c'est du gène, hein, du biogène, et ça crée de la vie, hein, ça apporte plus de vie, hein, et c'est en ça que c'est une solution. Voilà, donc on a vu qu'on pouvait réguler les pucerons par la simple présence de plantes, la biodiversité, biodiversité végétale. On a vu qu'on peut le réguler en mettant juste du sucre. Là, on est presque dans le curatif. On peut le réguler en mettant un truc qui pue, un truc qui sent bon, et finalement en manipulant cette biodiversité. Voilà, alors après, on peut peut-être tout simplement mettre les lavandes au milieu des framboisiers. On peut peut-être aussi marcher tout simplement, hein, mélangeant les cultures les unes avec les autres. Alors à la maison, c'était marrant. Cette année, on m'a fait cadeau beaucoup de plants de choux. Alors j'ai mis des choux partout. Alors comme il y a beaucoup de choux, les pierrides, ce sont des espèces de chenilles qui mangent les choux, elles se sont développées. J'ai trop de choux, c'est normal, les pierrides se développent.
Alors j'étais en train de réfléchir à la façon dont j'allais pouvoir les éliminer. Là, mais pareil, hein, en mettant des choses qui peuvent attirer des auxiliaires. Mais je trouve que le principal auxiliaire le principal prédateur de la pierride, c'est les oiseaux. Hein, et puis justement, il y a un petit querouf qui s'est installé à côté de la maison. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'il avait trouvé qu'il y avait dans la serre, au milieu des choux, qu'il y avait plein de pierrides. Hein. Et le temps que je me décide à savoir quelle plante j'allais utiliser pour mettre sur mes choux, mais il n'y avait plus de pierrides dans la serre. Hein, voilà. Un simple oiseau peut arriver à partir du moment où il a trouvé qu'il y a une ressource alimentaire importante à quelque part, il peut arriver à le réguler tout simplement. Avec comment ça s'appelle, ceux qui ont la queue qui part comme ça, un angle droit qui vont souvent au bord de l'eau. Des bergeronnettes, voilà, des bergeronnettes. Pareil, sur les framboisiers, là, cette année, c'était une année à pucerons. Donc il y avait beaucoup de pucerons, malgré tous les efforts qu'on peut faire, il y avait beaucoup de pucerons. Et puis à un moment, il y a les pucerons, ces gros pucerons ont un réflexe, c'est-à-dire que dès qu'on secoue un petit peu trop la branche, ils cessent tomber. Alors quand ils cessent tomber, et bien alors après ils remontent. Et les bergeronnettes ont compris qu'en volant, en tapant des ailes dans les framboisiers, ça faisait tomber les pucerons par terre. Et ensuite, elles venaient sous les framboisiers pour aller picorer les pucerons. Voilà. Elles aussi, à un moment, elles se rendent compte qu'il y a une ressource, et elles vont l'utiliser, exploiter, et de façon particulièrement efficace. On avait 3 tunnels, et il y avait un seul des tunnels qui était ouvert sur les côtés, et qui permettait aux oiseaux de pénétrer correctement à l'intérieur. Et celui-ci s'est retrouvé complètement régulé par les bergeronnettes, alors que les 2 autres qui étaient un petit peu trop fermés, elles n'ont pas pénétré dedans. Elles n'ont pas pénétré, parce que pourtant elles étaient ouvertes sur les côtés, mais elles n'avaient pas de plan de fuite. Alors que ceux qui étaient ouverts sur les côtés, elles se sentaient plus en sécurité, parce que dès que quelqu'un arrivait dedans, elles pouvaient partir en diagonale et puis sortir très rapidement des tunnels. Hein, donc là aussi c'est le genre d'attention, hein, simplement en regardant le comportement des oiseaux, ben, on peut arriver à mettre en place à comprendre ce qui se passe, et donc là finalement, ben, il nous suffit d'ouvrir un peu plus les tunnels sur les côtés, et puis les bergeronnettes ont fini le travail. Donc dans les observations qu'on peut faire au jour le jour, c'est souvent là qu'on peut voir les solutions. Hein. Puis alors après, si vraiment tout ça n'a pas marché, ben on peut aller à l'insecticide. Hein. Dans la nature, il y a plein de bons insecticides. Hein, les plus grands poisons sont tout à fait naturels. Mais bon, il est clair qu'à partir du moment où on utilise un insecticide, on va en même temps détruire toute cette biodiversité qui est autour. Et tous les efforts qu'on a pu faire pendant des années pour arriver à avoir toute cette richesse vont être anéantis à zéro en très peu de temps, quoi. Donc, c'est une question de risque. Quel est le risque que je veux prendre, hein, et je pense qu'actuellement, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui comprennent que finalement, on a plus de problèmes à utiliser un insecticide qu'à ne pas en utiliser. Hein. Puis en plus, les pucerons sont devenus résistants aux insecticides. Ça ne leur fait même plus rien. Voilà les petites histoires de pucerons. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, au niveau du design, hein, comment faire rentrer le puceron dans son design? En fait, la solution n'est pas d'éliminer les pucerons. La solution est de les attirer, d'avoir une attention particulière pour qu'ils soient là, ceux des framboisiers comme ceux de toutes les autres plantes, de façon à ce que tous nos auxiliaires puissent avoir à manger toute l'année, et que finalement tout cet équilibre puisse être dans le dynamisme, dans un dynamisme qui est toujours accueillant, quoi, pour essayer de nouvelles façons de vivre ensemble. Voilà, donc on pourrait faire la même chose avec les limaces. Hein. Si vous voulez plus de limaces, élevez les limaces. Et en 3 ans, il n'y a plus de limaces. On pourrait faire pareil avec presque tout, j'ai l'impression. Vous dites que des trucs intéressants avec les phytoxéra, avec les framboisiers. Avec les trips? Non.
Ah, les phytoptes. Sur les racines. Ah, le Phytophthora. Phytophthora, voilà. Ah oui, parce que alors les relations entre les bestioles, c'est pas que dans l'espace. Un framboisier, comme toutes les plantes, hein, c'est encore plus de végétal sous terre que sur terre. Hein. La partie principale d'un arbre, elle est souterraine. Hein, la partie... Et alors ça, on ne le voit pas. Et alors justement, le coup du Phytophthora, c'est assez emblématique du problème de l'agriculture conventionnelle. Lorsque je suis arrivé à la station expérimentale où je bosse, eh bien, il y a, au bout de 4 années d'agriculture conventionnelle, on n'était plus capable d'élever correctement un framboisier. Ils étaient atteints d'une maladie qui s'appelle le Phytophthora, et une maladie apoplectique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Phytophthora apparaissait dans la parcelle, en quelques mois, toute la parcelle mourait. Hein, tous les framboisiers mouraient. Alors là aussi, c'était très étonnant, quoi. On ne comprenait pas, pourtant, comme de la science, à apporter tous les engrais qu'il fallait, de façon absolument extraordinaire. Hein, on connaissait les besoins physiologiques du framboisier d'une façon assez exhaustive, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, et puis à un tel point que mon directeur m'a dit, bah, voilà, il va falloir fermer le site. Un peu fort, quoi. Je venais d'être embauché, il faut que je ferme le site, quoi. C'est un truc qui n'allait pas. Voilà, donc on a ouvert un autre site, juste à côté, et il m'a laissé carte blanche, en fait, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire dans une zone contaminée en Phytophthora. Alors en framboisier, hein, à l'époque, on produisait... Normalement, il fallait produire l'ordre de 6 tonnes de framboises par an, par hectare, pour avoir quelque chose de rentable. Et on était arrivé à produire plus que 2 tonnes, 500 kilos dans nos plus mauvais essais. Hein, plus rien, c'était plus du tout rentable. Et donc, en fait, la solution nous est apparue toujours dans ces framboisiers sauvages. Au début, on pensait que le Phytophthora, c'était dû à des excès d'eau dans le sol. Il y a trop d'eau, alors on a commencé à drainer, à faire sortir l'eau, parce que comme c'est un champignon qui se développe dans des conditions hyper humides, on s'est dit, voilà, c'est parce qu'il y a trop d'humidité, donc on va régler l'humidité. Et puis, en Haute-Corrèze, les framboisiers poussent quelquefois dans des tourbières, les pieds dans l'eau. Donc ça ne pouvait pas être qu'une question d'humidité. Sinon, les framboisiers sauvages n'auraient pas pu pousser les pieds dans l'eau. Alors après, on s'est dit... il se trouve que je travaille aussi sur un autre site où on travaille sur les mycorhizes, sur la truffe, hein, la relation qui unit l'arbre et le champignon. Et en regardant les racines des framboisiers sauvages en Haute-Corrèze, on s'est rendu compte qu'ils étaient mycorhizés, donc ils vivaient en symbiose avec un champignon qui s'appelle un glomus. Hein, et que là où il y a ces glomus, finalement, les champignons sont très territoriaux. Donc quand on a un champignon quelque part dans un sol, il n'y a pas de place pour un autre champignon, et notamment pour le Phytophthora. Et on s'est dit, bah alors on va mettre des glomus dans nos framboisiers cultivés. On en a mis, mais les glomus, ils n'arrivaient pas à se développer. Voilà. Alors pourquoi? Parce que le champignon, en fait, il se nourrit de quelque chose. Hein, et les champignons se nourrissent de bois en décomposition. Donc comme on n'avait pas de bois en décomposition dans notre sol, on ne pouvait pas avoir ces fameux glomus, hein, qui eux-mêmes trouvaient donc une partie de leur énergie dans le bois, une partie de leur énergie dans la plante. Hein. Et la plante a aussi un bénéfice à vivre avec le glomus, finalement. Et alors, ce qui fait qu'en mettant du bois dans notre sol, on a commencé à donner à manger donc à nos glomus, et les mycorhizes ont commencé à prendre, à se développer, et on a vu le Phytophthora décliner, tout simplement. Parce qu'en créant une perturbation, donc en apportant du bois dans le sol, ça a permis de nourrir un autre type d'écosystème, et donc de mettre en place de nouvelles relations, hein, qui ont fait que nos framboisiers sont devenus tolérants au Phytophthora. Et actuellement, dans nos meilleurs essais, on arrive à produire jusqu'à 18 tonnes de framboises. C'est-à-dire 6 fois plus que ce que l'on faisait en agriculture conventionnelle, et uniquement avec des procédés qu'on qualifie actuellement de biologiques, ou d'agroécologiques. 3 fois plus. Hein.
Donc les gens qui imaginent encore que l'agroécologie ne nourrira pas la planète, à mon avis, se trompent, quoi, hein. Il ferait mieux d'étudier les choses. Et ça marche. Si ça marche sur des choses aussi insignifiantes que les framboises, de forte raison, ça marche aussi sur d'autres choses. Hein. Voilà. Et donc, finalement, la vie du sol, hein, c'est très important, parce que ces champignons, ces glomus, donc, décomposent le bois. Donc, enfin, ces glomus, on les retrouve également dans le bois, hein, vu qu'ils le décomposent. Servent aussi d'alimentation pour nos fameux colamboles, qui vont aussi nourrir les mille-pattes et tout le reste. Hein. Voilà, donc en apportant du bois, et puis c'est pas étonnant, finalement le framboisier c'est une plante de sous-bois, hein, de lisière, donc dans les endroits où il y a naturellement beaucoup de bois, donc ça correspond à ses besoins physiologiques, hein, tout simplement. Et ce qu'on n'avait pas compris dans l'agriculture conventionnelle, c'est que justement la vie du sol, la fertilité du sol était quelque chose d'absolument fondamental. Pourtant, on le sait, on l'apprend à l'école, mais les façons de penser nous ont complètement détournés de cette trivialité. Hein, que pour qu'il y ait de belles cultures, il faut avoir de beaux sols, et que les engrais chimiques ne remplaceront jamais toute la vie qu'on peut avoir dans un sol. Et d'ailleurs, ce qui est même étonnant, c'est que la biomasse de champignons de nos framboisiers, de notre framboiserie, est supérieure à la biomasse de framboisiers. On a plus de champignons que de framboises dans les meilleurs essais. Alors après, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de champignons dans un sol? Qu'est-ce que les plantes ont en avantage à vivre avec les champignons? Et bien ça, ce sera l'histoire de demain. Et en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est tout simplement que la vie est belle. Voilà, c'est d'autres questions. C'est pas probable de lire ça.